Alors, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette nouvelle séance de la saison du groupe Vaudois de philosophie consacrée à œuvre et émancipation, faire œuvre et s'émanciper dans le faire œuvre. Et ce soir, nous aurons une présentation autour de architecture et liberté, un oxymore, point d'interrogation. Et les deux personnes qui parleront de concert en alternance, en se soutenant, en se disputant, eh bien ce seront Simon Monnier, architecte et PFL, et SIA, diplômé d'entrant, qui obtient son diplôme en 1994 et qui, depuis 2000, a une pratique indépendante, associé et fondateur du bureau AI30, architecte à Lausanne, ou AL. Ouais, je me suis posé la question si c'est un I majuscule ou un L. Bon, c'est un L. AL30, architecte à Lausanne depuis 2006. Et il est précisé que dans leur bureau, ils œuvrent principalement dans le domaine du logement collectif et participent régulièrement à des concours d'architecture. Donc Mathieu Jacquard, sur votre gauche ou à ma droite, est architecte et historien de l'art indépendant. Et il est actif principalement dans le travail de mise en perspective par le biais d'expositions, de conférences ou de promenades sur la production culturelle et qui éclaire au regard d'enjeux sociaux, politiques et économique. Voilà, donc ça va être le menu de ce soir. Donc, juste encore, avant de leur céder la parole, indiquer donc que la prochaine séance du groupe Vaudois aura lieu le 13 avril prochain, que nous accueillerons Antonin Vizère, ayant un doctorat en littérature, et il parlera à partir d'un thème suggéré par ce titre, je cite, « Fatigue de la fiction » à propos de la littérature non fictionnelle contemporaine, et il parlera à partir des œuvres de Alexeyevitch, Follmann et Nicole Quintane. Voilà, ça c'est donc la prochaine fois, donc ce sera une autre dimension du faire. Donc avant encore, je tiens encore à remercier vivement la maison de quartier pour son accueil et l'appui logistique qu'elle nous offre pour chacune de ces sessions, et que nous sommes donc très heureux de participer à l'animation de cette maison de quartier. Si par ailleurs vous désirez soutenir les activités de notre groupe Vaudois de philosophie, vous pouvez vous reporter à philovo.ch et sur ce site vous trouverez les indications des cotisations ou des soutiens que vous pouvez nous honorer, ainsi que les coordonnées bancaires. Donc, puisque cette association ne vit que des dons, des cotisations de cette forme de financement, eh bien, nous sommes évidemment très reconnaissants de votre soutien sous cette forme-là. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, que j'ai rien oublié. Je vais donc pouvoir céder la parole à Simon et Mathieu. Et nous avons convenu qu'ils s'auto-organisaient dans la circulation de la parole. Vous avez à peu près une heure, 45 minutes, 45, 50 minutes, une heure, un grand maximum. Après, on vous interrompra. Et après, on lancera donc une discussion, un échange à partir de votre propos. Voilà, d'avance, nous vous remercions. C'est à vous. Bonjour, bonsoir plutôt, merci pour cette présentation. On va laisser pour l'instant la lumière, après on éteindra. Donc, d'abord, il faut qu'on se représente aussi. Notre présence ce soir
est le fruit finalement d'une amitié, l'amitié que j'ai avec Marc-Antoine Anti et Michel Valli, qui sont les organisateurs de ce cycle. J'ai accepté de participer à ce cycle. C'est Marc-Antoine qui m'a demandé instamment d'amener une contribution par intérêt, par défi, par amitié en fait. Et pour se confronter à un exercice de l'exposé public qui est inhabituel pour moi, je dois dire. La théorie et l'exposé d'idées ne fait pas vraiment partie explicitement de ma pratique professionnelle. Je suis un praticien avant tout, mais cette pratique, elle est quand même sous-tendue par la critique, par le commentaire sur notre propre travail ou sur le travail des autres. Donc, il faudra être indulgent à ce titre. Dès le départ, je pensais que cette présentation devait se faire à 2 personnes. Et tout de suite, j'ai imaginé qu'il fallait quelqu'un qui soit plus justement dans le commentaire et la critique quotidienne finalement de la production d'architecture et autour des disciplines qui entourent la profession. Et j'ai tout de suite pensé à Mathieu Jacquard, parce que lui, il a en qualité d'architecte de formation, d'historien de l'art, et puis curateur, enseignant, il a différentes casquettes, accompagnateur de promenade architecturale, et je trouvais que c'était la personne idoine pour cet exercice. D'autre part, si on est deux, c'est pas par hasard. Je pense que l'architecte vit par le dialogue. C'est une profession qui n'existe pas. Qui n'existe pas individuellement. Le dialogue commence par le client, en fait, le maître de l'ouvrage, dans le jargon des architectes, sans lequel il n'y a pas d'architecture. Donc c'est un couple qu'on ne relève jamais assez. Le maître de l'ouvrage et l'architecte sont nécessaires pour faire œuvre, d'une certaine manière. Et dans ce sens, la présentation se fera aussi dans une forme de dialogue, de contrepoint avec Mathieu, qui commentera à différents moments, interviendra au fur et à mesure de la présentation. Donc, un autre point important, c'est que, contrairement à la littérature ou même aux précédentes présentations où on a vu un film, nous, on ne vous transmettra jamais l'expérience de l'architecture. On sera toujours à travers un média, que ce soit la parole, mais notre média de prédilection, c'est souvent, c'est les dessins, c'est l'image en France. C'est un support visuel, c'est pour cela qu'on va projeter et que la présentation se fera au fur des commentaires des images qu'on montrera dans cette présentation. Cette présentation, puisque l'architecture, c'est quelque chose qui doit se vivre. Et dans ce sens-là, on a choisi beaucoup d'exemples que vous pourrez par la suite peut-être aller voir, visiter, expérimenter, puisque c'est quelque chose de proche. L'architecture, c'est l'expérience du proche. Moi, je pense que c'est un métier de proximité, comme la paysannerie, d'une certaine manière. On parle toujours du local pour les métiers de la terre, mais l'architecture, pour la plupart du temps, c'est aussi cela. Et que, peut-être à cause de cela, l'expérience de l'architecture se fait d'une manière souvent et généralement distraite. J'aime bien ce terme. On le vit, mais sans être complètement conscient de ce qu'on est en train de vivre. Alors, pour commencer ce parcours d'image, je vous rapproche un petit film qui décrit, de 40 secondes, c'est un spot publicitaire, vous verrez, qui décrit un peu le quotidien d'un architecte, et selon ce film, de ce qu'est son processus créatif. Vous imaginerez bien que c'est beau. Pas du tout ça. J'éteins ou on laisse oui, on éteint. Oula. Non, c'est pas ça. Oh, ça fait rien, le son n'est pas très important.
voyez que c'est une vie assez agréable. Les architectes font de promenades, de fréquentation de jolies femmes. Et ça finit toujours au dernier étage de l'immeuble. Bon, c'est un spot assez drôle de 2000. On voit déjà qu'on est gagné déjà par le politiquement correct, puisque cet architecte ne fume pas. Il utilise juste son paquet pour mettre des cailloux, ce qui est bilingue au travers de sa promenade. Donc, évidemment, on peut rallumer la lumière, une lumière plus que je puisse un peu voir. Évidemment, ce spot est aux antipodes finalement de ce qu'est la pratique de l'architecte, qui est beaucoup plus ennuyeuse et qui se déroule souvent dans un ton très long. Et c'est pour ça que quand Marc-Antoine m'a donné le thème architecture et liberté, évidemment, comme tous les architectes pratiquants, je ne peux pas m'empêcher de sourire, parce que la liberté, c'est la dernière chose qui qualifierait un peu notre profession, où justement on est tout le temps confronté à des multiples contraintes. Et les contraintes sont des fois très triviales. Ça commence des contraintes physiques comme tout simplement la gravité terrestre, ou toutes les contraintes, l'échelle humaine tout simplement, ou la matière et l'argent, la dimension économique. Donc je ne peux pas vous faire la liste de toutes les contraintes auxquelles on est confronté. Et d'ailleurs, à travers l'histoire, un petit rappel, depuis l'Antiquité, on a essayé de synthétiser finalement les différentes dimensions auxquelles l'architecture devrait répondre. Et dans ce sens-là, on a une triade, utilitas, venustas, firmitas, qui en traduction, c'est la dimension utilitaire, fonctionnelle. Firmitas, c'est sa dimension constructive, en fait, statique de l'architecture, venustas qui serait la quête de la beauté, et une forme d'humanisme aussi peut-être. Et nous, pendant les études, on avait une autre triade, ça s'appelait homme, technique, environnement. Et puis aujourd'hui, à l'EPFL, quand on va sur le portail de la faculté, on trouve une autre triade, qui est plus énigmatique peut-être, changement climatique, digitalisation, urbanisation. Mais au fond, peut-être ce qui relie toutes ces volontés de synthèse, c'est finalement on est toujours face à une complexité. On doit toujours tenir compte d'au moins 3 grands aspects et on peut en négliger aucun, enfin dans la pratique. On doit toujours répondre d'une manière ou d'une autre à ces contraintes. On voulait vous exposer à travers 2 ou 3 exemples pour comprendre, nous aussi comprendre, comment alors du coup les architectes réagissent à ces différentes dimensions à travers un petit parcours dans l'histoire, avec un moment particulier, celui de l'avènement de la modernité, qui est intéressant parce que la réaction, on pourrait dire que l'architecte travaille souvent en réaction à un environnement, à des demandes. On voit ici près de Vevey, à Clarens, cette villa, que vous connaissez peut-être, la villa Karma, qu'on ne peut pas visiter en temps habituel. Ici, c'est lors des journées du patrimoine, il y a quelques années, où elle avait été littéralement prise d'assaut. Villa fameuse de 1912 de Adolf Loos, qui est un des pionniers de la modernité. Le prochain cliché, peut-être, nous expose la villa, telle qu'elle apparaît, cette villa de 1912, la villa Karma, et une photo de son intérieur. Et à proximité, de l'autre côté de la rue, se trouve une autre villa fameuse, la villa Kenouy, 20 ans plus tard, 1931. Et ces 2 photos, moi je les trouvais intéressantes parce que c'est un point de vue assez semblable. Le paysage est à peu près le même, et on mesure un petit peu une forme d'évolution qui s'est faite en 20 ans. D'un côté, une architecture qui, en apparence, en façade, commence à se dépouiller de toutes sortes d'ornements, on dirait Adolf Loos, qui est sobre,
Mais à l'intérieur, par contre, qui est encore empreint de matérialité, où il y a une expression du sol, du plafond, à travers des matériaux nobles, en particulier puisque c'est une villa de maître, et dessous, où on est gagné par une esthétique industrielle, en quelque sorte, mais aussi, surtout, une forme d'abstraction, finalement, de la matière, où on ne parle plus de matériaux, c'est des couleurs, le rapport au paysage est aussi tout à fait différent. Donc, on voit qu'il y a eu un mouvement qui s'est opéré pour passer de l'un à l'autre. Alors, pour expliquer ce mouvement, ou peut-être pour le rendre palpable, le meilleur accompagnateur, on peut dire que c'est le Corbusier. Parce que le Corbusier, en plus d'être un homme polyfacétique, c'était surtout pas ça, mais un pamphlétaire de génie et un publicitaire de génie. Quand on voit sa manière d'exposer dans ce traité vers l'architecture en 1923, on voit que toujours sa proposition pour aller vers un nouveau monde, un esprit nouveau, comme il le qualifiait, c'était se libérer finalement des contraintes du passé. Et les contraintes du passé, c'était, si je lis, jusqu'au béton armé et au fer, pour bâtir une maison de pierre, on creusait des larges rigoles dans la terre et on allait chercher le bon sol pour établir la fondation. On constitue ainsi les caves, locaux médiocres, humides généralement. Donc on voit une qualification de ce qu'aujourd'hui d'ailleurs on vit complètement autrement. La cave, on trouve que ça a toute une poétique, toutes des qualités, mais pour le Corbusier, c'est évidemment un lieu qu'il faut bannir finalement de l'architecture, et ainsi de suite pour les murs et la relation au sol. Si on passe, peut-être on trouve une villa fameuse du Corbusier proche de Paris, qui est une forme de quintessence de ces théories établies à travers les années 20, la Villa Savoie, où on trouve tous les points qu'il expose, avec notamment ce rapport au sol, à la nature très particulier, distant, mais dans un cadre de verdure. Et puis maintenant, je vais céder la parole à Mathieu, qui va nous faire un contrepoids, je trouve intéressant par rapport à ça.